L'objectif de la rencontre, c'est vraiment de manière très didactique et informative, mais aussi prendre le temps d'associer des noms à des visages et puis avoir des compléments d'information à ce qui, parfois, pour des professionnels, pour des étudiants ou étudiantes, peut paraître parfois un peu éloigné. Il y en a toujours besoin et envie d'avoir plus de précision. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif de cette rencontre. Une présentation de l'accompagnement de la filière documentaire en Occitanie avec 4 intervention. C'est Candice Soubeyran qui va démarrer qui est chargée du secteur documentaire à la région Occitanie et qui va vous présenter l'ensemble des dispositifs de la filière documentaire en Occitanie. Suivra Coralie Dumoulin, chargée du fonds d'aide à la création ICC pour la métropole ici Méditerranée de Montpellier. Ensuite, il y a une petite inversion. C'était Marie Pourcelot qui est coordinatrice d'Eurodoc qui devait vous présenter Eurodoc. Ce sera Nora Philippe qui le fera et qui le fera en Zoom, en visio. Donc elle est en haut à droite. Nora, on vous voit et on vient de vous voir nous saluer. On peut même faire un test de son, savoir si on vous entend bien. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Eh bien, merci beaucoup. On regrette votre absence, mais sachez que ça, voilà, pour l'instant, ça fonctionne bien. Et on aura malgré tout quelques informations grâce à vous. Et puis, on conclura par une intervention, je dirais, plus aussi incarnée, avec un projet qui sera présenté et un parcours d'un producteur qui est Boris Garavini, et les films invisibles installés dans le Gard, dans les Cévennes, et qui, du Gard et des Cévennes, réussit à produire des films qui sont montrés ici et ailleurs. Et c'est vrai que ton parcours et ce projet-là cristallisent à nos yeux, à toutes et tous, l'ensemble de cet après-midi, en ayant un lien avec et la métropole de Montpellier et la région et puis Eurodoc. Et tu nous diras, et j'espère que ta réponse sera oui, est-ce que Eurodoc comment et est-ce que Eurodoc a bien aidé et dans quelle mesure ça a permis de consolider et d'affiner ce projet que tu vas nous présenter en fin d'intervention? Voilà. Alors, vous dire que chacune des intervenantes aujourd'hui va nous présenter des documents, va pouvoir les commenter, mais vraiment l'objectif, puisque vous avez toutes les infos en gros sur les sites des uns et des autres, mais l'objectif c'est de réagir, de poser des questions, demander des précisions, donc vraiment n'hésitez pas, ce temps-là est fait pour vous. Ça vous convient? Candice, si vous avez dit non, j'aurais été embêté. Candice, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc bonjour à tous, Candice Soubeyran, donc je suis chargée de mission industrie créative, donc au sein du service industrie créative à la direction de la culture et du patrimoine à la région Occitanie. C'est un service donc qui est basé sur le site de Toulouse et de Montpellier depuis la fusion en 2015 et qui s'occupe des dispositifs de soutien, de structuration des filières livres, cinéma et audiovisuel. Voilà, c'est un service qui est encadré par Benoît Caron et on est plusieurs chargés de mission, 3 chargés de mission, donc chacune dédiée à un genre cinématographique en particulier, donc pour répondre aux questions des porteurs de projets, des producteurs sur la territorialisation des dépenses, le financement, la constitution des dossiers administratifs et artistiques. Voilà, donc je suis en particulier dédiée au documentaire. Et là, l'objectif donc de l'après-midi, c'est de vous présenter les contours du fonds d'aide à la création audiovisuelle en partenariat avec le CNC. Voilà, quelques points de repère, chiffres clés de la filière, les bilans, et puis voilà, le parcours d'une aide au sein des services instructeurs de la région et surtout les modalités de sélection des projets qui sont présentés. Pardon, je profite d'une seconde de pause que j'ai reçu un texto me disant « Et toi, qui tu es ?» Alors pardon, donc, moi je suis Karim Gatti, je suis le directeur d'Occitanie Film, qui est l'agence qui en région accompagne et valorise les films liés au territoire et la filière dans sa globalité. Voilà, pardon. Alors je me suis équipé... On ne te présente plus. Je me suis équipé d'une télécommande. Donc tu peux toi-même avancer. Je vais le faire directement. Voilà, la petite flèche sur la droite. Ok, nickel. Ok, parfait. Voilà, donc un panorama des chiffres clés qui datent d'octobre 2022. Voilà un petit peu l'écosystème en Occitanie de la filière documentaire et plus largement audiovisuelle et cinématographique. Donc 95 sociétés de production implantées en région, dont 42 qui sont plus particulièrement dédiées à la production de documentaires. Voilà, il faut savoir que 2/3 des sociétés de production de la région... leur activité principale, c'est de produire des documentaires. Le secteur animation aussi est particulièrement représenté ici.
Voilà, donc 45 sociétés de production sont fédérées au sein de l'APIFA, l'association des producteurs indépendants de la filière audiovisuelle en région. Philippe Ossel, donc le local président de cette association, tête de réseau et porte-parole. La filière, elle représente plus de 1400 techniciens et 815 comédiens qui sont référencés dans la base Film France Talent sur le site d'Occitanie Film. 190 sociétés de prestations techniques, donc pour de la location de matériel, images et sons, de la post-production, de l'animation, voilà, tout ce qui est pour de la régie, VFX, etc. Donc des compétences techniques de la même façon référencées sur la base Film France Talent. 263 auteurs et autrices en région. En tout cas, ce sont ceux qu'on a répertoriés puisqu'on les a accompagnés financièrement entre 2016 et 2021. La région, dans le cadre de sa politique territoriale, elle accompagne aussi les établissements cinématographiques, donc 215 en région, dont 151 d'arrêt d'essai. Beaucoup sont fédérés au sein de l'association ex-Acréamp, donc Cinéphilae, et 13 cinémas itinérants, donc au total 566 écrans. Voilà, donc ce maillage territorial, surtout sur les territoires ruraux, il est important en matière de diffusion. Et de reconquête des publics aussi. Je voulais parler des festivals, donc des 94 festivals cinématographiques ici. La région en finance, en soutient une quarantaine plus particulièrement, à hauteur de 800 000 euros par an. Donc Cinémet bien sûr, et puis sur le documentaire, vous avez donc Doc en Cévennes, à La Salle, Ciné Spagna, Ciné Latino à Toulouse également, Indépendance et Création à Auch au mois d'octobre, Alès Itinérance, Festival Résistance à Foix également. Donc voilà, des opportunités de programmation importantes en région, et 2 cinémathèques également, dont la mission principale c'est la conservation et la préservation du patrimoine cinématographique, mais voilà, qui donne lieu aussi à des festivals, des sessions, et une fois par mois aussi de la programmation de documentaires soutenus par la région. Voilà, donc je vous propose qu'on regarde... Ah bien, ah oui. Je vous propose qu'on regarde le clip réalisé par Occitanie Film, des créations en région. Oui, c'est un petit montage. On l'a fait aussi, on a fait le pendant pour les comédiens-comédiennes, aussi pour des tournages de films. Et là, précisément, sont réunies des images extraites de documentaires, enfin de films produits par des sociétés de production installées ici en région et qui ont reçu un soutien financier tout récemment. Tu peux le relancer. Okay. We create ourselves and we destroy ourselves. Te quiero. On est en sécurité ici. La sardane républicaine est la danse de la nouvelle société. Si je t'aurais dit oui plutôt pour le bébé. Desarrollar el cuerpo mucho más que antes. N'importe quoi, c'est toi qui parles d'un homme depuis tout à l'heure? J'ai pas dit que c'était un homme. Voilà, un nouveau clip qui a été monté par Antoine Ferrando, coordonné sur la réalisation par Occitanie Film, et qui permet de montrer la diversité des créations documentaires et animations en région. C'est vraiment l'activité principale économique ici. Voilà.
beaucoup de personnages, beaucoup de paysages. Voilà. Je trouve que ça met bien en valeur le cinéma d'auteur ici. Après, au-delà de l'enjeu d'image, de ce qu'on voit à l'écran, de la promotion du territoire que peut faire un documentaire aussi, des sujets, de la richesse de tous les sujets abordés, et de ce que ça peut générer en termes d'attractivité du territoire. Ce qui est important en région et dans le dispositif de soutien, ce sont les retombées économiques, bien sûr. Le fait que des entreprises puissent s'implanter de façon pérenne sur le territoire, qu'il y ait une diversité culturelle, mais aussi des formations, des retombées économiques, surtout en termes d'emploi. Donc en termes de bilan, on a réalisé une étude en 2018 qui portait sur 111 films et qui a permis de montrer que en fait, pour 1 euro investi, environ 17 euros en moyenne étaient reversés en retombées économiques directes, indirectes sur le territoire, donc 68 millions d'euros au global. Et 50% de ces retombées sont des emplois, en fait, de la masse salariale chargée socialement et fiscalement, donc de l'emploi en région. C'est ça le plus important, et indirectement, bien sûr, l'implantation de nouveaux studios, de nouvelles écoles, d'antennes, d'opérateurs techniques, etc. C'est surtout ça qu'on va regarder en fait quand on soutient un film, c'est où est-ce qu'il est fabriqué, où se passe la post-production. Quelques chiffres sur le documentaire. On voit qu'en 2018, la région a accompagné 51 projets pour 562 jours de tournage. Alors, par rapport à l'animation et la fiction télé, bien sûr, on n'est pas au même niveau. D'ailleurs, on a l'habitude d'isoler les quotidiennes, les 3 quotidiennes de ces chiffres. Mais vous voyez que pour en fait un montant d'aide accordé de 852 000 euros en 2018, plus de 4 millions d'euros ont été dépensés sur le territoire. Donc le ratio, il est plutôt bon, il est de 4,6. On n'est pas sur les mêmes ratios que l'animation, que la fiction télé, mais tout de même, la part du budget de fabrication des films documentaires en région est importante. Voilà. Et la région consacre 1/4 du fonds d'aide à la création au documentaire. Un petit peu moins d'1/4 est consacré au documentaire et 57% à la fiction. Comme je vous le disais, de toute façon, l'enjeu sur le documentaire, il est surtout un enjeu de rayonnement, de soutien de qualité artistique, de diversité culturelle, d'échanges, de favoriser les échanges internationaux, surtout de façon transfrontalière, entre la France et l'Espagne, par exemple, dans le cadre de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. 2 exemples de documentaires, en grande partie fabriqués ici. Donc, d'après Arna, l'itinéraire d'un crayon rouge, produit par France THM Productions, basé dans le Gers. Christophe Vindis, un réalisateur toulousain, un documentaire qui a beaucoup rayonné. Il y a eu 10 jours de tournage à Toulouse et surtout, ça a été un coup de cœur, mois du doc, l'année dernière. Il a été énormément programmé dans beaucoup de festivals et il a été programmé au FIPADOC également de Biarritz. Donc avec Denis Lavant, une diffusion sur Via Occitanie. Et donc c'était un unitaire de 52 minutes. Et dans un autre genre, AZF, donc qui a été diffusé sur France 3, en particulier France.tv, 4 fois 26 minutes, choix du diffuseur de ce format-là, donc réalisé par Sandrine Mercier et Juan Hidalgo, produit par VO Productions, société de production toulousaine, qui a tourné donc avec une comédienne à la Cartoucherie à Toulouse. Donc pareil, une dizaine de jours de tournage à Toulouse. La musique a été composée par Olivier Cussac, toulousain, et puis les effets spéciaux réalisés au sein de la ménagerie. Donc voilà, 2 exemples de documentaires au sujet fort. AZF, c'était pour les 20 ans de la commémoration de la catastrophe, qui ont eu un rayonnement important en ligne ou à la télévision. Quelques enjeux actuels. Donc, comme je vous disais, 42 entreprises de production en région dont l'activité principale est le documentaire, mais une vingtaine qui sont vraiment très actives dans la recherche de diffuseurs, etc. En région, les principaux diffuseurs, ça reste France 3 Occitanie, avec entre 4 et 6 coproductions chaque année. Plus de 2300 heures de programme qui touchent en moyenne 33% de la population chaque semaine, donc 1,7 million de téléspectateurs.
France 3 Occitanie, via Occitanie, qui a été racheté donc récemment par le groupe La Dépêche, et qui revient en tant que diffuseur télé. Les producteurs d'ici travaillent beaucoup également avec Arte, avec France 3 des autres régions, France Télévisions, et voilà, d'autres télévisions locales d'autres régions, via Stella, via Vosges, et puis après, de façon plus marginale, Public Télé, RMC Découverte, Canal Plus Doc, Public Sénat, etc. Voilà, beaucoup de... Enfin, voilà, on essaie d'accompagner au maximum les producteurs dans leur recherche d'engagement de diffuseurs. On parlera plus tard des aides à la mobilité, justement. Voilà, donc 2/3 des entreprises, des films documentaires soutenus par la région sont à l'initiative d'entreprises régionales. Et pour information, donc, la région est en train de négocier un nouveau contrat d'objectifs et moyens avec Via Occitanie, possible comme peut-être à venir avec France 3 ou d'autres opérateurs en 2022, qui pourraient venir élargir les possibilités de diffusion. Je voulais vous citer aussi la chaîne, la web TV, en fait, Oc Télé, qui diffuse des programmes en occitan. Quelques éléments de bilan, du coup, sur 2021. Donc d'abord, vous rappelez le cadre contractuel du fonds de soutien. Donc la région, elle est liée depuis 2005 avec le CNC et l'État, représenté par la DRAC en région, pour renforcer son fonds d'aide. Donc c'est la fameuse règle du 1 euro pour 2 euros. En fait, quand la région accorde 2 euros à un projet, le CNC abonde à hauteur de 1 euro pour les projets en phase de production uniquement, pas de développement ni de diffusion, ni d'écriture. La convention actuelle, elle couvre donc la période 2020-2022 et on est en train de renégocier la convention pour 2023-2025. C'est un partenariat très large qui couvre tous les domaines liés à la création audiovisuelle, à la production, à l'accueil des tournages, aux actions d'éducation à l'image aussi, à la valorisation du patrimoine et à l'exploitation cinématographique. Donc voilà, c'est vraiment une convention qui permet de la cohérence des actions sur l'ensemble du territoire régional, une transparence dans les dispositifs et dans l'attribution des aides et la traçabilité des financements qui sont déployés. Chaque année, on rend des bilans très précis, chiffrés. Voilà, donc le fonds d'aide, actuellement, il constitue le 7e fonds en région, enfin en France. La région Occitanie est positionnée en 7e position sur les 13 régions françaises, avec 4,7 millions d'euros, dont 1,3 million d'euros donc, qui sont versés par le CNC. Donc c'est vrai que voilà, proportionnellement par rapport aux autres régions, on est 7e, mais 2e région en nombre de jours de tournage, donc plus de 3000 jours de tournage, en particulier grâce aux projets de fiction télé et long métrage. Mais voilà, donc ça veut dire que pour un fonds qui est correct, on est en fait, on a plus de 3000 jours de tournage par an, donc 2e région après l'Île-de-France. Et comme la région a la compétence en termes de développement économique, du coup, elle coordonne en fait les interventions avec les 2 métropoles de Toulouse et de Montpellier qui ont rejoint la convention en 2019 et en 2021 pour la métropole de Montpellier. Donc, je laisserai Coralie après détailler un petit peu les interventions qui viennent consolider le fonds en région. Donc on travaille en complémentarité. Voilà un extrait des bilans qu'on peut rendre au CNC. Donc on voit qu'en 2021, on a soutenu 52 projets, on a accompagné 52 projets pour un montant d'aide de 915 487 euros. Sachant qu'il y avait eu 150 projets déposés, en fait 3 à 4 sessions de dépôt avec une quarantaine de dossiers à chaque session. Donc voilà, 1/3 des projets en général qui peut être accompagné. Essentiellement en phase de production, hein, c'est ce que montrent ces chiffres. Voilà, le budget global en 2021, il a été de 4,4 millions d'euros, de façon globale pour 108 projets cinéma, audiovisuel et expériences immersives aussi accompagnés financièrement en partenariat avec le CNC. Le documentaire, là, c'est documentaire, c'est la partie marron, là, la partie intermédiaire. Donc vous voyez la proportion entre fiction, documentaire et animation. Voilà. Pour l'ensemble des entreprises. Ensuite, là, vous avez la part soutenue pour des réalisateurs et des réalisatrices d'Occitanie. Donc, on voit que là, sur le documentaire, la part est beaucoup plus importante que sur la fiction, notamment. C'est pour ça que c'est une filière vraiment
essentiel ici économiquement. Ici, vous avez la répartition par genre, justement, entre réalisateurs en haut, réalisatrices en bas. Donc on voit que sur l'animation, ça fluctue un petit peu en fonction des années. Sur le documentaire, on voit une parité à 50-50, quand même assez belle, alors que sur la fiction, beaucoup plus de projets accompagnés sont écrits et réalisés par des hommes. Donc voilà, il faut savoir que en 2019, 26% seulement des films accompagnés par le CNC étaient réalisés par des réalisatrices, par des femmes. Donc voilà. Par contre, sur le documentaire, voilà, la part est plus importante. Dans le comité conseil documentaire, on a vraiment une attention particulière portée à la place des femmes devant et derrière la caméra. Et un comité conseil qui est paritaire vraiment parfaitement à 50% déjà depuis 2012, donc déjà depuis plus de 10 ans. Et voilà, 3 films par des documentaristes femmes, justement, réalisés et soutenus par la région. Donc, le film de Nina Faure, que certains ont pu découvrir hier soir au Diagonal dans le cadre de ce festival, produit par CP Productions, Annie Gonzalez. Pénélope Mon Amour, là, donc, par Claire Doyon, Tamara Film. Long métrage cinéma qui sort en salle, et Les Pyrénées secrètes, 3x43 minutes et 3x52, réalisé par Alva Deluz, réalisatrice toulousaine, qui sera projetée en avant-première à la Cinémathèque de Toulouse le 24 novembre prochain, et qui sera diffusée sur Arte. Voilà, donc peut-être vous parler plus précisément des opportunités de financement de vos films et des projets en région. Donc comme je vous l'ai dit, les objectifs, voilà, ils sont surtout de faire émerger des talents sur le territoire, des auteurs et des autrices, de participer à la qualité et à la diversité culturelle de façon générale, de renforcer la structuration de la filière, on l'a vu avec des opportunités d'emploi et de formation, et de contribuer au développement local. Les œuvres éligibles au dispositif, ce sont celles qui sont éligibles au dispositif du CNC aussi, donc y compris les œuvres de narration spécifiques qui font appel à des technologies innovantes. Voilà. Les projets doivent être portés par des sociétés de production cinématographique. On n'accompagne pas les sociétés en nom propre ou les auto-entrepreneurs. Ils doivent être présentés par la production déléguée ou la coproduction déléguée, celle qui assure la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre, donc celle qui sera bénéficiaire directe de l'aide. Et dans le cas d'une coproduction, voilà, on demande un contrat de coproduction assez précis. Et dans le cadre de coproduction internationale, la part française du budget doit représenter 20% au moins. Voilà. C'est le cas pour toutes les régions en France. Là, je vous le dis pour l'Occitanie, mais du coup, toutes les régions en France fonctionnent comme ça, avec des aides au développement, des aides à la production et des aides à la diffusion ici. Voilà, donc pour prétendre à une aide au développement, une société de production doit au moins compléter 2 conditions parmi les 3 que vous voyez. Donc l'établissement du siège de la société. Le réalisateur, est-ce qu'il a un parcours professionnel en lien avec l'Occitanie ou est-ce qu'il est domicilié ici? Et bien sûr, l'ancrage régional du sujet abordé, est-ce qu'il est en lien avec des caractéristiques culturelles, politiques, historiques ou géographiques en lien avec le territoire? Cette aide au développement, elle doit permettre de financer des travaux de réécriture, de premières images, de l'achat d'archives, de l'achat de documentation, réalisation d'un teaser aussi. Boris, tu pourras peut-être en parler parce que voilà, beaucoup de tes projets ont été accompagnés sur cette phase amont qui est assez importante, sur laquelle la région prend un risque financier aussi, en général plutôt avec des sociétés de production d'ici. Voilà, puisqu'on n'est pas sûr que le film parte en production ensuite. Pas d'aide au développement pour les formats courts-métrages et une vigilance particulière sur les contrats d'option entre producteurs et auteurs. En fait, au moins 1/3 de la rémunération de l'auteur, un tiers de la subvention demandée à la région doit représenter le cachet de l'auteur, la rémunération artistique des droits d'auteur. Voilà.
En phase de production, il y a une 4e condition qui s'ajoute, c'est bien sûr donc le recours significatif à des compétences artistiques et techniques en Occitanie. Hors apport en industrie des chaînes pour les films documentaires. On ne peut pas valoriser dans le plan de financement l'apport en industrie, les jours de montage, etc., des techniciens déjà employés par une chaîne, puisqu'en plus la région a des contrats d'objectifs et de moyens avec ces chaînes-là. Mais voilà, quand on dit un recours significatif, une part significative, c'est environ un quart du budget, au moins un quart, qui doit être dépensé en région. Voilà, et une des conditions importantes pour cette aide sélective, c'est qu'au moment du dépôt du dossier, le producteur ait déjà acquis un premier financement numéraire de 5 000 € qui proviendrait d'une autre collectivité, du CNC, de la Prociré Pangoa, du diffuseur lui-même. Voilà, qui soit, en fait, c'est un premier filtre pour prétendre à l'expertise artistique du dossier en comité conseil. Sinon, on recevrait beaucoup trop d'aides. Voilà. Par contre, l'engagement du diffuseur n'est pas obligatoire au moment du dépôt du dossier. Et s'il y a un avis favorable pour le projet artistique, le producteur a encore 12 mois pour concrétiser son engagement avec le diffuseur. Comme c'est la partie la plus difficile à obtenir, l'avis, il est valide, il est gelé pendant 12 mois, ce qui permet ensuite de concrétiser les contrats. Voilà. Le tournage ne doit pas avoir démarré non plus au moment du dépôt du dossier pour l'effet incitatif de la subvention. Et en bout de course, la région accompagne aussi certains projets coup de cœur ou certains projets qui ont déjà été accompagnés en continuité, en développement, en production, sur la diffusion également. Voilà, sous condition d'avoir quand même été sélectionné en festival, notamment, pour élargir la diffusion de l'œuvre à de nouveaux publics internationaux ou des publics souffrant d'un handicap sensoriel, donc pour de la traduction, des dépenses de sous-titrage, de doublage, fabrication de supports et mise en ligne sur des plateformes numériques également. Après, comment se fait la sélection des projets très concrètement ? En fait, toutes les régions s'appuient donc sur des comités conseils, donc, dont l'avis consultatif porte sur la qualité artistique des projets. Donc en fait, en région Occitanie, on a 18 lecteurs qui sont des personnalités qualifiées, des personnalités indépendantes, qui sont nommés par la présidente de région pour un mandat de 2 ans et qui viennent de divers horizons, de réalisateurs, réalisatrices, producteurs, programmateurs en festival ou exploitants de salles de cinéma, universitaires, enseignants. Voilà, il y a une diversité des métiers sur la filière audiovisuelle et à parité parfaite, vraiment 50% de femmes et d'hommes, comme je vous le disais. 2 tiers des lecteurs proviennent de la région Occitanie et 1 tiers de l'extérieur aussi. C'est important d'avoir un regard extérieur. Donc les lecteurs tiennent compte bien sûr de la faisabilité technique et financière du projet, de ses implications économiques, mais pendant 1 mois et demi, ils lisent tous les projets. Il y a un débat en séance qui donne lieu à des avis favorables, réservés ou défavorables. On a donc ces séances sont présidées par un élu régional également, qui n'a pas le droit de vote. Les agents en région n'ont pas le droit de vote non plus. Il y a un vote à main levée par les jurés pour sélectionner finalement les dossiers. Et on s'attache à faire des retours très précis aux producteurs le lendemain de la séance pour tirer les projets par le haut aussi et que ce soit bénéfique pour le projet, en avis favorable ou défavorable. Voilà, donc l'aide de la région, elle tient compte de l'intérêt culturel des œuvres, bien sûr, et des enjeux économiques liés. Après vient toute la phase de chiffrage des aides à la création audiovisuelle, avec une bonification éventuelle pour justement les producteurs qui auraient suivi la formation Eurodoc, on va en parler tout à l'heure, qui auraient suivi ces ateliers de développement, des projets sur le territoire de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, ou sur des territoires de montagne enclavés et difficiles d'accès, pour des sujets difficiles aussi. Voilà, donc le chiffrage de l'aide, sur les séries, il tient compte d'une dégressivité aussi en fonction du nombre de saisons. Ça va dépendre de la durée du projet aussi, plus de 60 minutes, moins de 60 minutes, et des dépenses réalisées sur le territoire surtout. En fait, au moins 125% de l'aide, les dépenses en région doivent constituer au moins 125% de ce qui est demandé. Donc pour une subvention par exemple de 36 000 €, la production devra avoir dépensé sur le territoire environ 45 000 €, voire plus.
Voilà un petit peu le ratio et quelques fourchettes. Une aide au développement peut aller entre 7 000 et 15 000 euros en fonction du format, du nombre d'auteurs aussi. En production, ça va dépendre, voilà, si c'est un unitaire télé ou un long métrage cinéma. Pour les montants d'aide à la diffusion, on est entre 3 000 et 23 000 euros. Voilà. Donc, pour récapituler, voilà le parcours d'une aide, très concrètement, avec l'instruction dans les services en amont, le dépôt qui donne lieu à un accusé de réception, etc., la préinstruction, l'éligibilité, la complétude du dossier, l'envoi au lecteur, la tenue du comité conseil, puis voilà, le chiffrage de l'aide en fonction en fait, des documents qu'on aura reçus, c'est-à-dire des devis à jour, du plan de financement à jour, du contrat d'engagement avec le producteur, entre le producteur et le diffuseur, et puis des attestations sociales et fiscales. Voilà, donc tout ça prend plus ou moins de temps en fait, et les commissions permanentes permettent d'octroyer les subventions, ce qui donne lieu ensuite à l'émission d'un arrêté ou d'une convention en fonction du montant. Puis à partir de ce moment-là, de la notification officielle, le producteur peut demander une avance de trésorerie pour démarrer le tournage, ou voilà, de 30%, voire 70% avec justificatif, et ensuite le rendu de compte de l'aide. Voilà, donc tous les documents sont téléchargeables sur le site de laregion.fr, le fichier Excel à remplir, et puis voilà, plus d'explications sur le dispositif. La prochaine date limite de dépôt, c'est le 4 novembre prochain pour la fin de l'année. Voilà, l'adresse électronique film@laregion.fr. Voilà, très concrètement. Je voulais juste vous parler d'une actualité CNC, voilà, à propos des impacts écologiques des projets. En fait, la conditionnalité des aides, à partir du 1er janvier 2024, elle se fera sur la transmission aussi d'un bilan de la part du producteur, d'un bilan carbone, en fait, progressivement. Il y aura 2 bilans carbone à rendre, en fait, un bilan prévisionnel au stade du devis de production, puis un bilan définitif détaillé au moment du rendu de compte. Ça va permettre au CNC d'observer un petit peu les impacts des tournages, d'ajuster les outils pour aider les producteurs à se mettre progressivement, bien sûr, en marche sur ces questions-là, notamment pour la fiction. Donc, à compter du 31 mars 2023, il y aura cette obligation-là. Et nous, bien sûr, le dispositif région, il sera calqué sur les obligations du CNC. Donc voilà, à prendre en compte pour la suite, pour l'avenir 2023. Je voulais rapidement vous parler du dispositif d'aide à la mobilité à l'export aussi. Oui ? Non, j'avais une question. Ah oui, je t'écoute. Est-ce que vous avez prévu de mettre en place des aides à l'écriture ? Je sais qu'il y a eu une session, il y a eu une aide aux réalisatrices, aux autrices. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va être reconduit ou comment est-ce que... Oui, bonne question. J'en parle juste après. Justement, effectivement, en 2022, on a, suite à une longue concertation avec la SOC, notamment l'association des scénaristes et des auteurs de la région Occitanie, on a lancé à nouveau un appel à projet pour les réalisateurs et réalisatrices en phase d'écriture, avec un bilan très positif. Là, j'en parle juste après. Effectivement, c'est nouveau et ça sera reconduit l'année prochaine aussi. Ouais. Il y avait eu une pause, il y avait eu plusieurs années blanches entre 2019 et 2022 suite à des bilans qui n'étaient pas forcément toujours positifs, notamment le taux de transformation de ces aides. Les projets n'étaient pas forcément développés ni produits après, mais finalement, voilà, on est revenu quand même sur des aides directes à l'écriture qui permettent quand même de faire émerger des talents, en particulier sur le documentaire. Donc voilà, pour la filière documentaire, il y a quand même le socle d'accompagnement, c'est 3 dispositifs. Donc le fonds d'aide, on l'a vu, l'aide à la mobilité et l'aide à l'écriture. Donc rapidement, voilà, juste une slide pour vous présenter le fait que pour les entreprises de production les plus actives ou qui ont reçu un soutien pour des projets, il y a une aide forfaitaire qui est octroyée en plus chaque année pour permettre la recherche de financement de coproducteurs, de diffuseurs sur ces projets-là accompagnés. Et Occitanie Film réalise chaque année aussi,
en plus de tenir le stand, voilà, on anime le stand au Sunnyside par exemple et au MIFA. Voilà, surtout sur ces deux manifestations, sur ces deux marchés du film. Vous avez là la brochure qui est là aussi en papier, des projets documentaires qui étaient présentés cette année. Ça permet aux producteurs d'aller pitcher aussi les projets, de présenter les projets en chantier et les sociétés de production présentes sur les événements. Quasiment toutes les brochures sont parties à La Rochelle. Ce sont les dernières. Voilà, je vous le signale. Ne vous battez pas, mais ce sont les dernières. Ça permet d'avoir une présentation d'une vingtaine de bonnes sociétés de production en région et puis les projets en cours aussi. Alors justement, les aides directes à l'écriture d'œuvres audiovisuelles, c'est vraiment une belle avancée pour cette année. L'appel à projet 2022 qui a été lancé entre juin et septembre et dont l'objectif était de quand même participer au développement de la création audiovisuelle, au renouvellement et accompagner de façon tout à fait paritaire les auteurs et autrices dans leur démarche de création. Donc on pouvait déposer donc des autrices et auteurs en émergence ou confirmés dans le cadre d'une résidence d'écriture ou non, dont le domicile principal se situe en Occitanie. Voilà, c'était vraiment pour les auteurs d'ici, pour des dépenses d'expertise extérieure, de repérage, de résidence d'écriture, de recherche documentaire, des déplacements sur des manifestations. Donc voilà. Et pour des projets qui recevraient une appréciation de même niveau, le critère quand même, on était obligé finalement de mettre des quotas du genre, était important. Voilà le bilan. Donc sur le documentaire, 13 projets accompagnés donc cette année, en particulier par des autrices émergentes. Voilà. Donc plus par des autrices que par des auteurs, finalement elles ont beaucoup déposé, et surtout pour des autrices en émergence. Donc les lauréats seront communiqués plus tard en fin d'année, puisque le vote aura lieu en commission permanente du 16 décembre prochain. Donc je ne pouvais pas afficher les lauréats là, mais voilà, le comité conseil documentaire a été consulté à l'écrit pour la lecture de ces projets. Et rapidement, en complémentarité de ce dispositif, là, ce sont des bourses d'écriture de 2 000 € par auteur, très concrètement. Et ce qui est intéressant aussi, que coordonne Occitanie Film dans le bureau des auteurs, ce sont aussi l'accès à des résidences d'écriture qui sont soutenues par la région, en particulier les storygraphes sur les nouvelles écritures interactives, les ateliers Varan qui ont l'habitude en itinérance en région d'intervenir aussi, Châtaigne Bootcamp, animé par Passerelle, et Défi Production sur le documentaire aussi en région. Donc autant de lieux propices pour développer et faire émerger les talents. Voilà, pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous référer à ces sites-là ou nous poser directement des questions par téléphone. Merci, Candice. Est-ce que vous voulez bien que Coralie enchaîne, et puis s'il y a des questions, peut-être réunir les deux questions à la fois pour la région et pour la métropole de Montpellier? Ça vous va? Mais s'il y en a une tout de suite, allez-y. Non? Bon, alors, Coralie, je t'en prie. C'est bon. Bonjour à tous. Donc Coralie Dumoulin, chargée de projet au service cinéma, audiovisuel, industrie culturelle et créative au sein du pôle culture et patrimoine. Ce service, donc la responsable du service est Sophie Monanto, qui est ici présente aussi pour accompagner de bonnes ondes toujours cette présentation. Certains doivent t'envoyer des mails sans forcément te connaître, donc Sophie est au premier rang. Voilà. Donc la métropole Montpellier Méditerranée métropole. Ah oui, je vais comme changer. Pas encore, ok. Parfait. Donc, Montpellier Méditerranée Métropole a lancé un nouveau fonds d'aide, un fonds de soutien aux industries culturelles et créatives cette année, au mois de mai 2022. Donc, c'est la toute première année, la toute première session. Donc, on a vu l'expérience du fonds, et donc ici, c'est une continuité. Donc, comme disait Candice, donc je tiens à souligner que le fonds s'inscrit dans le cadre de la politique régionale. Donc, nous avons signé une convention avec la région.
Ce fonds vise à soutenir des œuvres dans les champs du documentaire, de l'animation, du jeu vidéo et des expériences immersives. Donc la présentation aujourd'hui se fera donc plus sur l'angle documentaire, mais il s'agit bien de veiller en fait à soutenir l'ensemble d'une filière. Je voulais juste un petit peu, avant de parler des objectifs du fonds, remonter un petit peu dans le temps pour vous présenter un peu le contexte de cette naissance, la naissance du fonds. Donc, depuis 2010, la métropole de Montpellier accompagne le secteur cinéma et audiovisuel avec une politique d'aide à la diffusion, avec l'ouverture d'un cinéma municipal, par exemple. Elle met en place aussi des dispositifs d'éducation à l'image. Et il y a eu également, en 2010, la création d'un bureau détournage. Donc, au sein de notre service, il y a 3 régisseurs, en fait, qui accueillent donc les équipes de tournage, les sociétés de production, s'ils ont des questions. Au départ, en fait, en 2010, il y avait 80 à peu près jours de tournage. Maintenant, on est rendu à plus de 800 jours de tournage, donc coordonnés par l'équipe. Donc à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a eu vraiment une vague, un accueil de nouveaux projets sur le territoire, avec l'arrivée de séries, Tandem par exemple, puis après le développement de studios, d'agrandissement d'écoles aussi, avec par exemple, je citerai la Cité des Arts, Matfilm. Et aussi l'accueil de nouveaux projets sur la métropole, avec l'arrivée de France Télé Studio, par exemple. Donc, en 2019 aussi, je tenais à souligner aussi la création donc de la cité créative avec la Halle Tropisme, donc le début d'un quartier dédié aux industries culturelles et créatives. Donc tout ce contexte fait que sur le territoire de Montpellier, il y a un écosystème en fait complémentaire, donc vraiment documentaire, animation, jeux vidéo, design, et aussi varié avec des tailles d'entreprises diverses. On parle de start-up, on parle de maisons de production moyennes, jusqu'à de grands groupes. Finalement, cette richesse, en fait, la métropole souhaite l'accompagner et donc tout naturellement la création du fonds de soutien aux ICC et donc a été lancée par la métropole pour soutenir les acteurs de la filière ICC sur le territoire donc de Montpellier. Ce fonds est doté de 700 000 € par an. Et donc, si pour rappel, les objectifs, comme vous pouvez les lire, favoriser la diversité des œuvres produites sur le territoire de Montpellier, conforter les talents issus de cet écosystème, donc favoriser l'émergence également, en fait, comme Candice aussi avait souligné, accompagner ce développement de la filière de l'image. Je pense qu'on a vu sur une des slides, en fait, que le secteur était fragile. C'est ça encore, donc c'est important, d'où l'importance en fait d'investir et d'être présent auprès des acteurs de la filière et permettre un ancrage durable des acteurs sur le territoire et encourager l'installation de nouvelles sociétés de production ici. Donc l'importance pour nous, c'est d'encourager vraiment la création documentaire sur le territoire montpelliérain. Et donc, les modalités du fonds ICC Montpellier, donc pareil, les bénéficiaires, donc le fonds s'adresse à des sociétés de production. Donc, les associations auto-entrepreneurs ne sont pas admissibles au fonds. L'éligibilité, il faut avoir au moins 2 des 4 critères en lien avec le territoire montpelliérain. Donc, soit l'auteur-l'autrice donc un parcours professionnel avec le territoire de Montpellier, en lien avec le territoire de Montpellier. Un établissement stable aussi au moment du versement de l'aide, une œuvre en lien qui présente un lien culturel, historique, géographique avec la métropole.
Et aussi des dépenses donc locales significatives, donc engager des techniciens et locaux, faire appel à des maisons par exemple de post-production locales aussi. Les œuvres admissibles, donc on est sur du court-métrage cinéma, long-métrage cinéma, unitaire supérieur à 52 minutes, série aussi supérieure à 26 minutes en production télé. Et les œuvres immersives aussi et interactives, parce que, dans le sens, le documentaire aussi donc est accepté dans le cadre de ce champ. Un soutien, donc ça c'est important de le préciser, l'importance à 2 étapes de la création, donc au développement. Comme le soulignait Candice aussi, c'était vraiment soutenir cette étape très importante où il y a un risque pris par les sociétés de production et aussi soutenir les auteurs, autrices à ce moment-là en lien avec la société de production et un soutien donc en production. La mise en place de comités aussi de lecture avec des membres experts. Nous, ils sont au nombre de 5 lecteurs. Le dernier a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et les critères de sélection des projets, la qualité artistique, l'originalité, la faisabilité du projet sur le plan financier et technique, l'implication du projet donc au niveau de l'écosystème local et favoriser l'émergence de talents issus du territoire et le rayonnement et l'intérêt aussi patrimonial de l'œuvre. Donc, les projets, donc nous avons donc l'aide au développement, donc court-métrage cinéma, long-métrage cinéma, documentaire, donc production audiovisuelle et œuvres immersives. Donc les plafonds, vous les voyez, et les planchers également, donc de 3 000 à 10 000 selon les formats. Et l'importance de rappeler qu'il y a un montant de dépenses exigible sur le territoire métropolitain qui correspond au minimum à 150% du montant de l'aide octroyée. Donc ça, c'est toujours à faire attention à ce montant. Les projets donc soumis à l'aide à la production. Donc pour les mêmes formats, donc vous voyez ici les montants planchers de 10 000 à 30 000, je souligne donc pour le court-métrage cinéma, et 50 000 à 60 000 pour le long-métrage cinéma, et entre 8 000 et 25 000 entre documentaires et œuvres immersives. Je l'ai pas dit dans ma présentation au départ, mais on est dans le cadre de cette première session du fonds et nous voyons avec l'équipe en fait à voir comme le fonds un work in progress. Donc l'idée c'est de le faire évoluer aussi également. Donc on va être bientôt dans un cadre de bilan et je vous dis tout ça juste par rapport au montant plancher, plafond qui pourront peut-être un petit peu varier. Donc il faudra être attentif. On publiera le nouveau cadre après, donc quand le bilan sera sorti à la fin de l'année. Donc on a eu notre première session 2022 cette année. Boris pourra témoigner parce qu'il a donc soumis aussi des projets au sein du fonds. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut soumettre 3 projets en fait par session. Les maisons de production peuvent soumettre 3 projets. Cette année, c'est le 1er juillet. Nous avons reçu 69 dossiers dans le cadre de ce fonds-là, tout secteur confondu. Je pourrais peut-être vous dire un peu sur les 700 000, l'enveloppe est à peu près donc répartie équitablement, un tiers entre documentaire, animation et jeux vidéo, expérience immersive. Le comité de lecture a eu lieu donc fin septembre. Nous avons fait, nous avons fait en équipe et puis après j'ai appelé les personnes pour faire les retours. Comme disait Camille, c'est important d'avoir ce lien avec les producteurs, que ce soit un avis favorable ou défavorable. Et donc là, nous allons entamer les conventions de notre côté, ce qui fait que comme c'est une première session de notre part, de ce jeune fonds, nous allons faire un bilan. Puis le calendrier est à venir encore pour 2023. Donc je vous invite à à veiller un petit peu sur le site internet qui est là et à ne pas hésiter à nous écrire aussi
pour avoir des informations. En fait, en tout cas, quand vous déposez un projet, c'est toujours bien d'avoir une conversation entre nous, en fait, entre le producteur et la chargée de projet. Je sais que Boris, tu l'avais fait, par exemple. Et puis c'est vrai que c'est important pour vérifier la complétude du dossier. En fait, on travaille en équipe. On fait dans le sens que je suis avec vous pour faire le meilleur dossier possible pour présenter au sein du comité de lecture. Et donc voilà, je termine ainsi ma présentation. Merci, Coralie. C'était très précis et précieux, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous souhaitez, à l'issue de ces 2 interventions, demander des questions ? Je vous en prie. Oh, on doit pouvoir vous apporter un micro. On vous apporte un micro. Merci, c'est gentil. Merci. J'avais une question sur l'aide à la diffusion. Je voulais vous demander si les dépenses pour l'aide à la diffusion devaient être consacrées uniquement à la diffusion et aux frais autour de ça, ou pour des films qui, par exemple, ont déjà été tournés, est-ce que c'est des frais qui peuvent être remboursés sur des dépenses en amont s'il n'y a pas eu d'aide, ou alors des compléments, je sais pas. Alors, c'est pas une aide à la post-production, c'est pas une aide pour les finitions d'un film, c'est vraiment une aide pour la diffusion. Donc non, on va s'en tenir vraiment aux dépenses éligibles pour donner une autre envergure au film à l'international ou sur d'autres publics. Et puis, toujours, la date de prise en compte des dépenses, elle correspond à la date du dépôt du dossier. Donc tout ce qui a été dépensé avant, on ne peut pas le rembourser en justificatif, c'est pas éligible en fait. Donc l'aide à la diffusion, non, ça va vraiment être de la traduction, du sous-titrage, du doublage, de l'audiodescription, bien sûr. Et bon, d'autres frais qui peuvent participer à peut-être un plan de tournée en région ou hors région, l'édition de DVD potentiellement et l'inscription en ligne sur des plateformes. Mais c'est vraiment en bout de course pour des films coup de cœur ou qui ont eu un accompagnement sur toute la durée. C'est pas pour rattraper un film qui n'aurait pas eu d'aide en développement ou en production, quoi. Mais c'est une ligne budgétaire qui est minimale. Enfin, il n'y a pas énormément de crédit sur cette ligne et pas beaucoup de dépôts non plus, finalement. Les montants en général sont de l'ordre de 5 à 7 000 euros. Donc c'est pas une aide qui est décisive et en plus on n'a pas l'abondement du CNC sur cette phase-là. Donc c'est vraiment la région qui octroie ce coup de pouce-là supplémentaire pour des coups de cœur lecteurs, etc. Où là, par exemple, on va étudier le cas de AZF que je vous présentais. Le diffuseur France 3 avait exigé que le documentaire prenne la forme d'un 4 fois 26 minutes pour toucher une cible de public jeune en ligne sur France.tv, etc. Ce qui n'était pas à la base l'optique de la réalisatrice qui voulait faire un 90 minutes de création, un rythme lent, plus poétique, etc. Et donc là, finalement, le film, ils peuvent pas en faire grand-chose à part cette diffusion en ligne. Et ils veulent réécrire la narration. Donc c'était sous forme feuilletonnante de 4 épisodes avec des transitions, mais très feuilleton. Et là, en fait, ils veulent revenir à l'esprit initial d'un 90 minutes, remonter le film pour qu'il ait une vie en festival, justement, pour qu'il soit diffusable différemment. Par exemple, là, ils ont sollicité la région pour une aide à la diffusion pour diffuser différemment le film. Peut-être pour compléter. Mais peut-être pour compléter, je voulais savoir si les aides métropolitaines et les aides de région étaient cumulables par rapport aux dépenses qui peuvent être faites sur le territoire, ou est-ce que elles sont vraiment séparées ? On a vu jusqu'à hauteur de 150%. Et est-ce que, par exemple, pour le territoire, compte aussi dans la région ? Et oui, bien sûr, oui. Les dépenses réalisées sur le territoire métropolitain de Montpellier sont bien sûr éligibles aussi en région Occitanie. Alors nous, c'est 125% finalement le seuil. Oui, en fait, elles sont cumulables et on est en coordination bien sûr du fonds. Et surtout, on veille à la règle de l'intensité des fonds publics sur un projet. Sur un film donc, qui sont de 60%, en fait 60% maximum de fonds publics de collectivités territoriales peuvent être au plan de financement. Le reste doit être apporté par le diffuseur, le producteur. Donc c'est 60%, voire 70 ou 80% pour les films jugés sujets difficiles ou films fragiles. Voilà, donc pour des courts-métrages, on peut aller jusqu'à 80%. Mais on veille surtout à cet équilibre-là en coordination de nos interventions. L'intensité des fonds publics, ouais.
D'autres questions, d'autres précisions? Oui. Ouais. Vous avez un micro sur votre droite. Oui, s'il marche, je veux bien. Du coup, je porte un projet de film documentaire qu'on aimerait apporter en développement et j'avais des questions sur la construction budgétaire et du plan de financement. Nous, on a un projet qui nécessite un temps de repérage assez important à l'étranger. Et du coup, pour pouvoir aller solliciter d'autres financeurs internationaux, des fonds de soutien qui pourraient être intéressés par la thématique qu'on développe, j'aurais aimé savoir si l'aide au développement qu'on allait demander en région pouvait principalement se concentrer sur ces éléments-là d'administratif, de traduction de dossiers, etc., pour ensuite mettre en place un autre plan du coup, de financement dédié au développement, où le plan de financement qu'on vous présente à la commission doit déjà inclure tout le reste qui va arriver par la suite. Non, pas tout le reste, pas tout ce qui va concerner le tournage ou la production, c'est vraiment la phase préparatoire. Oui, mais pas la production. Mais je veux dire là, en fait, pour pouvoir aller toquer au port de ces financeurs-là, nous, on a la nécessité, en fait, d'avoir déjà quelques images pré-tournées à leur montrer. Et en fait, l'aide qu'on aimerait vous demander aujourd'hui, financière, ce serait pour pouvoir financer cette partie-là. En fait. Et du coup, je me demandais si c'était logique et nécessaire d'inclure, du coup, dans notre plan de financement, la suite du développement qu'on envisage, ou si on vous expose ce qu'on compte faire de l'aide financière qu'on vous demande sur cette phase-là de développement. Oui. Alors c'est typiquement le type de dépense, bien sûr, qui va être éligible et qu'on veut financer en phase amont des projets. En phase de développement, de façon générale, les projets qui sont expertisés sont de maturité très différente. Les états d'avancement sont toujours très hétérogènes. Et il y a des projets en développement qui sont parfois très aboutis, presque prêts à la production, d'autres qui sont très en amont. Donc il faut quand même être le plus convaincant possible quand vous présentez un dossier à une commission, parce qu'on retient un tiers des dossiers, on en étudie beaucoup. Donc oui, le maximum de détails que vous pouvez mettre sur la suite de comment vous abordez les choses, mettez-le, parce que ça sera des questions qui seront générées par les lecteurs, par les jurés. En plus, on n'a pas de système d'audition qui pourrait permettre de recevoir les porteurs de projets à l'oral et de pouvoir exemplifier ou expliquer un peu plus en détail ce que vous voulez faire. Donc oui, mettez-le, peut-être pas dans le plan de financement si c'est pas l'objet, mais dans le dossier artistique et technique, dans le dossier technique, oui. Dans la note d'intention, bien sûr. D'accord. Mais c'est pas forcément nécessaire que tout soit inscrit dans le plan de financement. Si c'est bien expliqué dans une note de production annexe. Oui. Voilà. Oui, souvent les plans de financement en développement sont très minimes en fait. Il y a l'apport du producteur ou coproducteur et la sollicitation région ou collectivité territoriale. Parfois, voilà, il n'y a même pas de sollicitation autre. Il y a 2 lignes, quoi. Donc, Merci beaucoup. Et peut-être que des collègues producteurs, productrices qui sont dans la salle, oui, je vous en prie, vous voulez aussi poser une question? Allez-y. Vous prenez le micro et juste, j'en profite pour saluer la présence de Luc Reder, de Chuck Productions, Virgile Verg d'Ander, Chantal Dubois, AUM, Alice Baldo, French Kiss. Pardon, il y en a peut-être d'autres aussi que je ne vois pas. Mais voilà, identifions aussi celles et ceux qui produisent depuis, pour certains, quelques années déjà. Et ces questions très pratiques aussi peuvent être nourries de retours aussi empiriques. Je vous en prie. Bonjour. Je voulais poser une question qui peut peut-être paraître bête. Donc là, vous nous parlez qu'il y a des festivals du coup qui sont soutenus par la région, par ces fonds d'aide et tout ça. Il y a aussi les films qui sont soutenus. Mais je me posais la question de, par exemple, à l'heure de choisir des films pour un festival, le fait qu'ils soient soutenus par la région, est-ce que du coup, ça ne va pas créer une situation où on va mettre en avant les films soutenus par la région plutôt que les films autoproduits? Parce que visiblement, il y a quand même des règles à respecter pour pouvoir avoir ces soutiens de la région. Et du coup, je me posais justement la question de s'il n'y a pas des moments où il y a une favorisation vers certains films plutôt que d'autres.
Non, je pense qu'il y a vraiment une indépendance dans la programmation de chaque festival. Il y a des créneaux, il y a des grilles, en particulier Regard d'Occitanie, pour les films fabriqués, tournés ici, qui sont mis en avant. Et c'est souvent des films aussi quand même fragiles, donc à mettre en avant par ce biais-là. Mais non, je pense qu'il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas de lien entre le soutien aux manifestations cinématographiques et la programmation. On n'intervient pas du tout dans la programmation. Aliénor, qui est là, pourrait en témoigner aussi. Après, parfois, les programmateurs nous demandent quels sont les derniers films soutenus, et du coup, on peut aiguiller et donner des exemples, mais ça reste très indépendant. Ouais. D'accord. Et du coup, je voudrais faire une dernière question. C'est à propos, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris au niveau des moments où on peut solliciter ces aides. Par exemple, admettons, un film a été autoproduit, on va dire, à partir du moment de la pré-production, la production, la post-prod, et c'est vraiment au moment de la distribution qu'on rencontre un besoin d'aide. Est-ce qu'à ce moment-là, ce projet pourrait être soutenu via des candidatures comme ça On n'a pas d'aide à la distribution à proprement parler. Certaines régions en disposent. Pas d'aide à la distribution chez nous. Là, c'est le travail du producteur que d'aller contracter avec un distributeur. Comme j'ai présenté les aides à la diffusion. Ok, ça marche, merci. Les aides à la diffusion doivent être portées par une société de production, obligatoirement aussi ? Oui. 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 Il y a un distributeur, les films des Deux Rives en région. Il y a quand même peu de distributeurs ici. Où tu veux répondre aussi ? Ah, ok. Non, sur les aides à la distribution, c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement. Je ne sais pas si vous y aviez pensé ou en concertation, c'est vrai que c'est une phase importante, mais... Non, c'est vrai qu'on nous a... Ouais, non, désolée, parce que je parlais... Il y avait une question aussi, Boris, en fait, quoi, donc... On va le passer le micro après, mais oui, non, c'est effectivement, en fait, on avait eu beaucoup aussi de retours, en fait, en tout cas, des porteurs de projets aussi. De toute façon, quand on réfléchit à une aide, c'est sûr qu'on essaye d'être cohérent. Donc là, nous, par exemple, pour la métropole de Montpellier, on a décidé de faire une aide vraiment au projet, au niveau des développements et au niveau donc de la production. C'est sûr qu'on a déjà eu des retours sur la post-production, sur la distribution, même sur l'écriture aussi. Donc ça fait partie des questions que nous avons évoquées aussi dans le cadre de ce bilan-là. Puis je réponds en même temps à la question de Boris qui m'interpellait sur le fait de savoir combien de projets avaient été déposés en documentaire au fond de Montpellier. L'idée, c'est qu'on... Projet aidé, oui, projet aidé. Donc je peux pas te répondre de suite parce que l'idée c'est que nous venons de faire le comité et de faire les premiers retours et avant de valider avec des conventions, nous devons faire deux étapes, c'est l'étape de chiffrage et aussi une validation avec les élus métropolitains qui sont en fait les gardiens, en fait, comme la région, c'est le conseil de la métropole. Nous aussi, en fait, les élus doivent valider finalement juste les avis favorables du comité de lecture. Donc, le bilan va être après communiqué. En fait, il sera vraiment facilement accessible sur notre site internet avec toute la liste des projets aidés, avec les montants aussi octroyés. Merci. Nora, préparez-vous, ça va être à vous dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision ? Non ? On est bon ? Oui, je vous en prie. Alors, oui, capital de 45 000 € acquis pour les longs métrages cinéma en particulier. Voilà, c'est dans le règlement du CNC aussi. Vraiment, notre dispositif régional, il est calqué sur les exigences CNC. Pas sur un documentaire télé ou court-métrage. Et ce sont les sociétés de production donc immatriculées comme telles avec le code APE 5, A, B ou C, voilà. Les sociétés de production cinématographique, pas de films institutionnels ou promotionnels ou événementiels. On reçoit souvent beaucoup de demandes de sociétés d'événementiels. Elles ne sont pas éligibles. Voilà.
Oui, Guillaume. Seulement 5 ou 6 bénéficient du COSIP automatique, enfin de l'aide automatique du CNC. Il y en a très peu sur... ouais. Même en général, en fait, il y a peu d'entreprises de production de fiction en fait, en région. La majorité, c'est animation et documentaire. Effectivement, il y en a 5-6 qui peuvent en bénéficier. C'est de plus en plus rare d'avoir accès à cette aide automatique. Je pense à France THM Productions, les films du Sud, les films d'ici Méditerranée. Voilà. On est bon ? Nora ? Si vous voulez rebrancher votre caméra et commencer, si vous voulez bien, un partage d'écran. Voilà, c'était important aussi dans ce panorama de vous entendre, de vous voir et de voir aussi et de pouvoir entendre les commentaires que vous allez apporter à quelques documents. Dites-nous d'abord à quel moment vous avez rejoint Eurodoc avec Jacques Bidou et Eno Deckert. Vous-même, vous êtes réalisatrice, productrice et commissaire d'exposition. Si vous voulez bien nous recontextualiser. Donc je vous remercie beaucoup de m'accueillir, même si c'est en 2 dimensions. Et je regrette d'autant plus de ne pas être avec vous, que voilà, une partie de ma famille est du Gard et des Cévennes, et que je voudrais évidemment dans les prochains temps développer des activités avec Occitanie Film, avec la région. Donc c'était ma collaboratrice Marie Pourcelot, coordinatrice donc d'Eurodoc depuis 5 ans, qui devait venir aujourd'hui présenter Eurodoc et qui a eu un empêchement de santé. Donc je rejoins par visio. Voilà. Donc j'ai rejoint Eurodoc en mars 2022. Et c'était en fait la continuité déjà d'une décennie d'engagement dans la formation et dans l'enseignement. Et j'ai par ailleurs effectivement réalisé plusieurs films documentaires pour le cinéma et pour la télévision, et produit pendant quelques années et programmé également, notamment aux États-Unis. Donc l'idée c'était de partir aussi d'un pan, d'un chapitre historique, mais qui ne s'est pas complètement refermé, d'Eurodoc. Donc je n'étais effectivement pas là pendant cette période-là, mais Eurodoc a un temps opéré depuis la région, à Montpellier. Plusieurs sessions de formation, tant internationales que locales ou dites locales, donc ont été menées depuis la région. Et c'est ainsi qu'un réseau s'est développé donc dans le sud de la France plus globalement, mais aussi à partir de la région vers le monde arabe. Enfin voilà, donc il y a toutes sortes de dynamiques qui ont été lancées à partir de sessions à Montpellier, à Nîmes, en Arles également. Et c'est quelque chose qu'on souhaiterait reconduire et développer. Donc je vais partager mon écran pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Eurodoc. On a fait une présentation assez généraliste et illustrée, parce que il y a des choses aussi qui sont de l'ordre du ressenti et de l'expérience qu'il s'agit de transmettre aussi par l'image. Alors J'arrive. C'est toujours les jeux de Zoom. Hop. Alors, partager l'écran. Voilà, c'est bon. Normalement, ça devrait vous arriver. Dites-moi. Oui, on voit très bien l'image. Ouais. Ok, formidable. Vous pouvez le mettre plein d'écran, même, et ce sera encore mieux. Voilà, alors c'est le maximum que je puisse faire pour le moment. J'espère que voilà. Donc Eurodoc existe depuis 23 ans. Nous sommes basés désormais à Paris. Et là, en fait, je voulais commencer déjà par deux images qui ont été prises il y a 2 semaines. C'était une masterclass avec Raoul Peck, et là c'est notre traditionnelle photo de promo d'Eurodoc 2022 avec, je crois bien, tous les participants qui sont là de l'année, donc une cohorte de 30 productrices et producteurs, à peu près 30 nationalités, et certains experts, là je vois Arte, New York Times, Netflix, Arte, Strasbourg,
l'équipe de Rodoc et même, c'était une première, des étudiants de Sciences Po Lille qui venaient nous rejoindre en observateur pendant 2 jours, qui sont dans un master pro en management culturel. Voilà, donc de manière plus textuelle et en termes de chiffres également. C'est à la fois, donc techniquement, nous sommes un organisme de formation, mais les années passant, à force de former 30, puis 40, puis 50, puis 60, puis 70 maintenant à peu près, producteurs et productrices en France et dans le monde entier, eh bien nous sommes aussi un réseau qui est fort d'à peu près 1300 membres et qui est aussi rejoint dans une certaine horizontalité, c'est ce à quoi on travaille, par ce qu'on appelle les decision makers, en tout cas donc les chargés de programmes de télévision, les distributeurs, les sales agents et tous les professionnels qui ont aussi donc un pouvoir entre guillemets de décision, d'achat, de préachat, de coproduction des projets qui sont développés au sein de Rodoc. Donc, les objectifs de la formation, et je reviendrai, il y a plusieurs formules, plusieurs temporalités, mais les objectifs de Rodoc, quelle que soit la formation que vous suivez, c'est avant tout de se concentrer sur le développement de projets documentaires qui sont plutôt des projets documentaires de long métrage. Après, il arrive qu'un projet arrive sous forme de long métrage et qu'on l'encourage très vivement à se transformer en série, parce que en fait c'est son devenir artistique et éditorial qui s'impose. Et donc il y a différents types de devenir. Il y a aussi des projets de long métrage documentaire qui sont hybrides dès le départ ou qui se découvrent un pan d'un autre type au cours de la formation. En ce moment, on est évidemment dans un moment qui est crucial, qui est à la fois extrêmement inquiétant et enthousiasmant au niveau de la diversification des manières de diffusion entre salles, plateformes, web, etc. Donc ça, ce sont des choses qui nous préoccupent beaucoup et dont on parle, et des experts viennent aussi présenter en masterclass les évolutions et le devenir à nos promos. Ça, j'y reviendrai au niveau local, de travailler aussi beaucoup à la structuration des filières. Donc, même si je ne l'ai pas dit d'emblée, et j'y reviendrai aussi parce que c'est un point important, mais nous sélectionnons sur projet. Donc, nous ne sélectionnons pas des producteurs et productrices sur leur CV ou sur les questions de corporate ou leadership, etc. On les accompagne vraiment sur des projets. Après, évidemment, le projet et l'accompagnement du projet sont des prétextes pour travailler aussi des questions d'entreprise, d'équipe, de structure, etc. Ça arrive et c'est traité au cours des formations. Le cœur de la raison d'être et le cœur de métier de Rodoc, c'est la coopération internationale. Et ce qui est assez beau, moi-même en arrivant en mars dernier, j'étais jetée dans le bain immédiatement avec une session internationale en Corse fin mars 2022, c'est de voir combien en l'espace de quelques semaines se dessinent déjà des coproductions à l'intérieur même de la promo. Et que les producteurs et productrices qui sont sélectionnés, qui viennent avec un projet qui peut être un projet franco-français ou slovaco-slovaque ou ukrainien ou chilien, vont, à l'issue de la formation, avoir trouvé au sein de la promo une coproduction suisse, un coproducteur burkinabé, etc. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer, d'initier et de renforcer sur les savoir-faire de coproduction. Sachant que vous le savez, une coproduction, c'est une forme de la métaphore conjugale est assez en vigueur. C'est vraiment une coproduction vous amène à co-penser, à coproduire évidemment, mais aussi co-distribuer et co-gérer une microstructure financière pendant parfois des décennies. Donc comment on choisit la coproduction adéquate et comment on travaille ensemble. Et là aussi, c'est le défi majeur et qui a aussi des implications culturelles et politiques. Comment on travaille entre des producteurs de différents continents avec différentes manières de faire, différentes manières de voir le cinéma et différentes manières de travailler avec aussi des économies qui peuvent être parfois très divergentes.
Voilà. Et donc après, donc là, dans la liste que vous voyez à l'écran, il y a aussi la question du réseau. Et donc c'est fondamental. On le sait tous, même quand on est junior et même quand on est junior dans la profession, dans la filière, on sait que énormément de choses reposent sur le réseau et que il faut savoir étoffer des alliances, des alliés, mais aussi, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire s'entourer aussi de personnes qui ont une même vision, une vision proche de ce que c'est que le documentaire de création, en l'occurrence, et de ce que c'est qu'aussi le rôle du cinéma dans la société. Donc techniquement, la manière dont ça se passe, c'est que ce sont des sessions qui durent une semaine et qui sont résidentielles, et nous voyageons chaque session et chaque année, nous voyageons dans des pays européens différents, avec quand même le leitmotiv d'être dans une région française une fois par an. Et donc cette année c'était exceptionnel parce que le Covid a changé un petit peu les choses, mais donc on était en Corse au mois de mars. En juin, nous étions en Espagne, à Majorque. Donc en fait, c'était une thématique interinsulaire d'ailleurs qui s'est avérée extrêmement fructueuse, où il s'est avéré que évidemment la périphérie n'est pas que périphérie et peut être aussi centre. Et en octobre, nous étions dans les Hauts-de-France. Et donc en 2023, nous serons en Allemagne, en Pologne au mois de juin, et ensuite dans les Hauts-de-France, car nous avons un accord biannuel. Et donc c'est très strictement scénarisé. Au mois de mars, donc la première session, donc on est sur des semaines d'à peu près 65 heures, avec la première session qui est dédiée donc au développement, à l'écriture, à l'artistique essentiellement, mais aussi à la relation production cinéaste. Et c'est souvent des points qui sont extrêmement nécessaires, qu'il est nécessaire d'aborder très vite dans la formation. La session 2 est consacrée plus techniquement aux questions de coproduction, de financement, de stratégie de financement, le plan de financement et la manière aussi d'articuler un dossier, là aussi de manière tactique, pour aller chercher tel et tel financement. Et donc on est toujours dans du travail de groupe sous tutorat, et avec des rendez-vous individuels. Donc c'est un peu une sorte de trinité méthodologique, où on est à la fois dans le travail de groupe, c'est ça aussi qui fonde en fait une communauté et des relations très fortes en fait et très durables entre les professionnels. Travail de groupe, tutorat, sous la tutelle d'un tuteur, d'une tutrice, qui change régulièrement. Et des rendez-vous individuels avec des consultantes, des invités, souvent des personnes qui ont fait Eurodoc même 10 ans auparavant, qui ont développé une œuvre reconnue et qui viennent rendre aussi à des professionnels plus juniors ce qu'ils et elles ont appris. Et en octobre, donc c'est le moment donc souvent le plus important pour les participants, puisque donc c'était à Compiègne il y a quelques jours, c'était donc les photos que je vous montrais y ont été prises. C'est le moment des rencontres individuelles avec des experts. Donc nous invitons à peu près 35 personnes du monde entier. Donc ça peut être des personnes qui s'occupent du documentaire à The Guardian, ça peut être donc Arte Strasbourg, Arte Cologne, ça peut être la RTS de Suisse, ça peut être le Doha Film Institute. En tout cas, on a ces experts très très fidèles et loyaux qui reviennent régulièrement, qui présentent aussi leur travail, leurs cases, leurs possibilités, et qui expertisent de manière généreuse et approfondie. Ce sont des rendez-vous de 45 minutes, donc on n'est pas du tout dans la logique de pitch, de forum, de marché, où on essaye de s'attraper et de faire un elevator pitch et de convaincre quelqu'un à acheter ou pas son projet, mais au contraire dans des relations, on essaye de tisser des relations durables et humaines. Voilà, donc ça c'est un exemple, ça c'était aux Pays-Bas. Donc notre appel à projet pour 2023 est actuellement ouvert. Il se clôturera juste après l'IDFA, fin novembre 2022, le 22 précisément. Et donc vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet pour la formation donc annuelle. Ce qu'on peut les chiffres qu'on peut vous donner aussi, c'est que, alors il y a aussi la possibilité de venir en observateur-observatrice, en tant que stagiaire. Donc on a formé depuis une quinzaine d'années des personnes de médias, des personnes de Al Jazeera, des personnes du CNC, beaucoup, d'Arte à venir en observateur-observatrice pour comprendre en fait ce que c'est que la production, le dangereux métier de la production de films documentaires. 70% de participants européens parce qu'on est une association qui est essentielle
essentiellement soutenu par Média. Mais là aussi, on a beaucoup de plaisir à trouver des productrices chinoises basées à Berlin et des producteurs canadiens basés à Barcelone. Donc on a en fait c'est très très international. Et bien sûr aussi un groupe francophone avec des Français dedans, mais pas que. Voilà, on se rend compte que la francophonie continue de vivre une belle vie et d'attirer des personnes du monde entier. Voilà, donc ça je vous l'ai déjà dit sur les types de projets. Avec on essaye vraiment, on s'attache à défendre la plus grande diversité de genres au sein du documentaire. On est particulièrement attentif. Bon, ça c'est question d'impact et je vais vous épargner les chiffres, mais vous les voyez. On est, disons, en tout cas, ce qui fait partie de notre travail aussi, c'était pour ça que le terme de réseau est vraiment, valable et vivant, c'est-à-dire qu'on suit vraiment énormément les projets dans leur fabrication ensuite et puis ensuite dans leur diffusion. On les accompagne dans la promotion. On pousse aussi les projets qui sont passés par Eurodoc auprès des festivals, auprès de toutes sortes de dispositifs d'aide et de soutien et de diffusion. Voilà, donc ça c'est les feedbacks, parce que on a des obligations européennes très strictes quant au feedback, donc on les collecte et on adapte et on progresse en fonction. Et donc j'y viens, je ne veux pas être trop longue, je n'ai pas regardé de manière assez rapprochée mon horloge. Donc les ateliers dits locaux. Alors il y a une spécificité, il y a un mécanisme qui est très efficace, c'est que à chaque fois, donc vous l'avez compris, la cohorte internationale se déplace de pays en pays 3 fois par an. En fait, au sein de chaque session, il y a parallèlement une session dite locale, c'est-à-dire que parallèlement à l'atelier d'une semaine de la cohorte internationale, on a un atelier avec des producteurs et productrices de la région et ou du pays et ou de pays transfrontaliers. Donc par exemple à Compiègne, on avait une semaine, on a fait aussi un appel à projets séparés, distincts, pour des producteurs et productrices qui avaient une formation d'une semaine, qui venaient des Hauts-de-France, de la Wallonie et du Luxembourg. À Majorque, on avait un groupe local d'une semaine avec des personnes qui venaient de Majorque, mais aussi d'autres îles méditerranéennes. Et certes, c'est court, mais pendant cette semaine-là, qui elle aussi est très très intense, énormément de progrès sont accomplis sur des projets qui peuvent être parfois plus juniors, mais pas forcément. Et cela donne lui aussi à des coproductions et à des rencontres. On a aussi des mécanismes, donc ce qu'on appelle le co-production bistro, le bistrot de coproduction, des ponts très réels entre donc la promo internationale qui travaille sur 8 mois et les promos des ateliers locaux. Voilà. Et c'est ce qui a eu lieu. Donc on avait organisé une session notamment à Nîmes en 2017, et c'était là qu'un producteur de la région basé à Alès, que vous allez entendre bientôt, qui s'appelle Boris Garavini, donc il avait suivi en 2017 à Nîmes. Et ensuite, c'est aussi un parcours réel et souhaitable. Il avait suivi ensuite donc Eurodoc 19, c'est-à-dire la formation annuelle ensuite internationale. Voilà. Donc les films Eurodoc parcourent le monde entier et les festivals dits de catégorie A. Ils vont évidemment tant dans les salles que à la télévision. Cette année, on a eu des très beaux films magnifiques, importants, qui sont passés par Eurodoc, qui ont été distribués en salle, sont passés sur Arte, ont été à Cannes, à l'IDFA, à Cannes à l'Acide. Donc, par exemple, je pense à How to Save That Friend. Je pense à Christos aussi, qui était à Venise. Notamment, donc voilà, donc on accompagne les films pendant de nombreuses années après la fin des programmes. Voilà. Donc je m'arrête là parce que vous avez encore beaucoup d'autres points à aborder et je crois que Boris va prendre la parole, et je reste bien sûr en ligne pour toute question et commentaire à partager. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Nora. C'était très précis là aussi, et merci pour à la fois tous ces termes qu'effectivement Boris va pouvoir développer comme en quelque sorte une sorte de contre-champ que tu vas pouvoir faire à Eurodoc 2017 à Nîmes et puis Eurodoc International 2019. Merci aussi Nora pour votre introduction et sur le rappel montpelliérain d'Eurodoc. On est plusieurs dans la salle, je pense avoir eu une pensée émue pour Anne-Marie Lucioni et pour tous les liens très forts qu'il y a eu
avec Eurodoc il y a quelques années déjà. Est-ce que certains veulent poser des questions à Nora directement, avant de laisser la parole à Boris ? Oui, je vous en prie. Vous allez prendre le micro, comme ça Nora vous entendra directement. Oui, alors j'avais une question, je voulais savoir si le programme Eurodoc s'adressait à des projets de coproduction uniquement européens ou si ça concernait des coproductions au-delà de l'Union européenne. Alors non, c'est toute forme de coproduction en fait. Donc, alors première remarque, vous pouvez tout à fait candidater, arriver avec un projet qui n'a absolument aucun coproducteur pour le moment. Enfin, et donc au niveau de la coproduction, enfin la définition de ce qu'est une coproduction, plus elle sera internationale et ambitieuse et innovante, plus on sera ravis et on vous donnera les outils pour. Mais ça peut très bien être une coproduction, voilà, France, Belgique, Suisse, comme il y en a beaucoup. Mais là dernièrement, on a par exemple Polaris qui était à Cannes. C'était la première coproduction France, Allemagne, Groenland. Et Danemark aussi. Donc voilà, donc c'est notre définition et la vôtre aussi de la coproduction doit être la plus vaste possible et elle ne se cantonne pas à l'Europe. D'accord, merci. Oui, bonjour. Je suis auteure, je ne suis pas productrice. Et en fait, je porte un projet qui est un petit peu complexe pour la France, sur lequel j'ai des futurs coproducteurs kenyans, avec les fonds Afrique qui seraient OK pour y aller, et en post-production des Belges qui seraient OK aussi pour être en coproduction. Est-ce que éventuellement on peut venir consulter votre réseau et avoir du consulting pour trouver le bon producteur français, parce que je me casse un peu les dents sur la problématique, alors que j'ai déjà 2 personnes qui veulent y aller à l'étranger, et ça fait plus de 6 mois que je porte le projet. Et là, j'ai failli signer avec quelqu'un, avec des gens qui sont chez Arte, mais il fallait le transformer en 90, et puis là, ils ont un diffuseur qui vient d'accepter un autre projet, donc ils n'ont plus de place pour moi. Donc j'ai failli signer 3 fois depuis juin. Et bon, mes futurs coproducteurs sont un peu désespérés. Et moi aussi, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et je voulais savoir s'il y a possibilité de venir présenter le projet et trouver le chaînon manquant du producteur délégué français, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors, vu ce que vous décrivez, il faudrait recommander chaudement à vos coproducteurs donc non français de venir à Eurodoc pour trouver les partenaires valables. Après, écrivez-moi. Mon mail était là, et sinon par la région, où vous me trouvez sur les réseaux sociaux, mais tout simplement sur eurodocnet.com. Vous pouvez m'écrire et on peut en reparler. De manière plus informelle. Ce que je peux indiquer, c'est que, alors moi, étant voilà, autrice, réalisatrice historiquement, j'ai plusieurs casquettes, mais en tout cas, j'ai été aussi beaucoup liée à la SCAM. Et donc, on est en train de développer, via un partenariat avec la SCAM, des dispositifs. Enfin, c'est quelque chose qui m'importe, parce que je revis aussi mes jeunes années où il était tellement difficile de faire cette jonction entre un projet très bien développé, enfin très bien écrit, très bien développé, et des productions opérationnelles. Donc voilà, on travaille sur des mécanismes d'accompagnement d'auteurs qui peuvent être déjà un peu produits ou coproduits et qui cherchent une production déléguée. Exactement, en fait, ce genre de situation qui peut paraître paradoxale, mais en fait qui est assez commune. Et donc là, on fait un accompagnement de cinéastes via l'IDFA Academy, donc avec la SCAM, où on offre des consultations et on les met en réseau, en fait, et c'est vraiment du sur-mesure selon leurs projets et selon leurs besoins, avec des coproductions étrangères, mais aussi avec des Français. Donc, on est en train de développer des dispositifs comme ça, où on œuvre à l'articulation, avec le FIFAM à Amiens aussi, et on va développer ce genre d'initiative. Voilà, c'est ce que je peux vous dire dans l'immédiat, et sinon, n'hésitez pas à m'écrire. Et Nora, c'est Boris, peut-être dire aussi que Eurodoc accepte les autrices, productrices et auteurs, producteurs. Moi, dans mon groupe, il y avait Julia qui a fait Christos.
qui est arrivée comme autrice-productrice et qui a trouvé 2 coproducteurs sur place, mais qui, voilà, plusieurs projets sont portés par des auteurs qui deviennent producteurs ou productrices. Absolument, mais est-ce que madame était aussi productrice ou voulait l'être? Non, je fais de l'autoproduction. Ouais, donc on a commencé à shooter des choses. J'ai une Bible 19 pages. Non, j'ai pas envie de monter une boîte de prod. J'ai déjà eu une association en spectacle vivant pendant 14 ans, donc j'ai pas du tout envie de... Et oui, mais c'était ça que j'ai entendu ou de manière implicite dans votre question. Mais en tout cas, oui, et merci Boris, absolument. Dans les groupes locaux, pour les formations courtes et pour la formation longue, on a évidemment des réalisateurs, réalisatrices qui ont aussi leur structure, qui veulent rester coproducteurs. Donc il y a, en fait, ces configurations-là existent. On avait eu aussi Koutaiba Baramji, qui maintenant est surtout monteur, qui a été monteur de Little Palestine, How to Save a Dead Friend, mais il était venu aussi en tant que producteur. Donc on a ces profils-là qui sont multiples, qui sont très riches et qui permettent à des personnes aussi de s'armer en fait pour continuer à travailler dans un mode artisanal tout en étant ultra professionnel et en ayant un réseau international très très solide. Est-ce qu'il y avait une autre question ? En tout cas, je voulais vous dire merci, je vais vous écrire. Voilà. Le projet s'appelle Mask Power, le pouvoir du masque. Oui, bonjour. Luc Reder, il se trouve que j'ai fait Eurodoc il y a quelques années, local et international. Je me posais la question, est-ce qu'il y a toujours des bonus quand on fait des demandes pour médias ? Et moi, je sais que ça avait joué, c'est ce qu'on m'avait dit en tout cas, et c'était pas négligeable, mine de rien. Quand on dépose un dossier média, donc à l'Europe, il y a un petit bonus quand on fait Eurodoc, d'ailleurs un peu comme avec la région, il me semble, ici. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, c'est une excellente question, d'autant qu'il est de plus en plus difficile et voilà, les aides médias sont de plus en plus concurrentielles. Je n'en ai jamais entendu parler et je n'ai aucune réponse à vous donner. Est-ce que c'était informel, c'est quelque chose qui était de l'ordre de l'informel ou quelque chose que vous avez sur papier? C'est informel. C'était un média, de toute façon, c'est des grilles de lecture. C'est si vous faites un programme de formation européen, vous avez 3 points de plus, c'était très formel, justement. Ok, d'accord. Alors oui, mais dans ce cas-là, il y a absolument aucune raison parce qu'en fait, moi, je connais Média du côté de nos demandes de financement et de dossiers d'une centaine de pages en plusieurs langues à déposer chaque année et aussi des contrats. Donc en fait, moi, je ne l'ai jamais vu apparaître ça. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que Eurodoc est une créature média. C'est un dispositif ultra européen qui est très aidé par Média chaque année. Ce sont des subventions et des programmes qui sont reconduits très régulièrement. Moi, j'interviens beaucoup au niveau de Creative Europe, du Media Desk, etc. Et que Eurodoc, EAVE pour la fiction et Eurodoc pour le documentaire sont les programmes de formation phares défendus par l'Europe. Donc, ce que vous mentionnez semble être extrêmement. Il y aurait aucune raison que ça ait disparu, ce bonus-là. Voilà, donc voilà, sachez-le, merci, et sachez-le, il y a un bonus Eurodoc lorsqu'on présente un projet à médias. Mais c'est tout à fait entendable et légitime. Et j'avais une deuxième question moins sympa. Non, c'est juste à travers ne serait-ce qu'à travers les intervenants, la figure de Jacques Bidou, les gens qui viennent aussi en dernière session, qui représentent du coup certaines cases, donc qui représentent aussi une certaine filiation du documentaire. Je remarque un peu de formatage quand même. Alors c'est un formatage justement pas télé, un formatage assez ambitieux, mais quand bien même on trouve quand même des typologies assez semblables dans les docs qui sont pris à Eurodoc. Est-ce que vous luttez contre ça ? Alors, merci de votre remarque. Alors, je suis arrivée en 2022. Il y a déjà des changements. Il y en aura encore plus en 2023. La manière de faire du documentaire et la manière de le financer, ça évolue rapidement.
Donc, pour le coup, le terme, pour avoir travaillé avec des télévisions et pour avoir bataillé vraiment corps et âme pour défendre des visions d'auteurs, la mienne ou des auteurs que je produisais, j'ai vu ce que c'était que le formatage. Je pense vraiment pas qu'on peut historiquement parler de formatage à Eurodoc. Non, mais en fait, on en revient toujours un peu aux mêmes cases, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est donc que ce soit sur les Alors, on parle de débouchés. Est-ce qu'on parle, parce que Eurodoc ne passe des cases, on ne défend pas des cases. Par contre, on cherche des débouchés pour les films. Et pour oui, ou de slots, débouchés... comme on dit. Voilà, appelons ça comme on veut, mais en tout cas, quand on produit des documentaires, c'est clair qu'on vise quand même certaines cases, des slots, c'est-à-dire des chaînes qui vont prendre votre doc en respectant le projet, évidemment. Et c'est là où... mais ils ne le respectent pas. Donc, en fait, la question, c'est de survivre et de faire aboutir des projets tout en respectant leur vision. Donc, en fait, c'est presque l'inverse. Eurodoc est une force, en fait, de négociation avec des diffuseurs qui, souvent, prennent de moins en moins de risques ou peuvent en prendre moins. Donc, en fait, lorsque vous avez dans une pièce, comme en octobre, donc là, il y a 3 semaines à Compiègne, 30 producteurs et productrices, des tuteurs, des tutrices, des personnes qui sont très engagées dans les chaînes, il en reste, et que vous avez face à elles des personnes qui ont peut-être moins de pouvoir ou moins d'ambition créative au sein des chaînes, je parle des personnes qui ont le pouvoir de décision, et au contraire, en fait, c'est une manière d'influencer et de peser en faveur du documentaire de création. Donc c'est vraiment ça. Et je l'ai vu, et j'ai vraiment, j'ai parlé avec des personnes qui ont peur parfois de s'engager sur des projets très créatifs ou des premiers films aussi. Il y a cette problématique-là. Et qui sortent de Eurodoc en tant qu'experts, qui me disent ouais, en fait, ça me donne, il y a tellement une floraison, il y a tellement de courage chez ces producteurs qui se payent pas pendant 3 ans pour défendre un 2e long métrage dans un cadre hyper ambitieux avec des projets hybrides, des projets très tournés en Inde, en Ukraine, etc. Ben oui, ça oblige. C'est-à-dire que voilà, ce que votre hiérarchie vous a dit avant-hier sur les risques qu'il ne fallait pas prendre pour votre case, et ben vous sortez d'Eurodoc, vous êtes decision maker et commissioning editor, ben vous avez changé d'avis. Donc c'est plutôt dans ce sens-là en fait qu'on travaille. Luc, une troisième question. Non, c'est juste, j'avais lu la liste des commissioning, qu'on appelle les commissioning experts, donc qui est à Eurodoc. Il y en a, moi j'étais en 2013, et il y en a pas mal qui sont toujours là. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, mais effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont jamais venus, qui reviennent. J'entends complètement ce que vous dites. Et vous avez vu la liste de 2022 ? Je sais plus, j'ai pas j'ai vu une liste parce que je reçois vos mailings et voilà, donc je sais plus. Je pense que c'est celle de 2022. La liste de 2022 n'a pas été publiée, donc on peut vous envoyer la liste, on peut vous envoyer le catalogue, mais elle n'a pas été publiée. Ouais. Elle est un petit peu renouvelée. Après, je vais vous dire quelque chose d'important. Ce qui est fondamental à dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré. On va citer Thierry Garel. Qui ont énormément œuvré, mais YLE c'est pareil, RTS, ZDF c'est pareil, qui ont œuvré pour le documentaire de création. Là aussi, corps et âme, on peut le dire, et qui sont partis à la retraite depuis 2020. Et ben, je peux vous dire que ça change le paysage. Moi, c'est même pas des personnes avec qui j'ai pu travailler. Moi, quand je suis arrivée dans la filière, en fait, Thierry Garel était en train de partir, on me disait c'est fini. Donc, et c'était évidemment pas fini. Mais donc, ils sont partis à la retraite, et donc il y a un renouvellement. Soit ces personnes précisément ne sont pas remplacées, parce que c'est une occasion et un prétexte pour ne plus défendre le documentaire de création dans ces chaînes-là. Soit elles sont ou ça tarde. On peut le voir avec la lucarne là par exemple. En fait, il y a vraiment beaucoup de. Donc oui, ces cases-là sont en danger et c'est un moment de renouvellement. Et c'est précisément un moment où les plateformes prennent plus de pouvoir. Et donc il y avait HBO et Netflix à Eurodoc 22. Okay, merci et beaucoup. C'était formidable de pouvoir les entendre parce qu'en dialogue avec Raoul Peck, ça ne manquait pas de sel. Merci beaucoup Nora pour ces précisions et ces réponses. Et on va arriver à la fin de cette intervention, y compris parce que les étudiants vont devoir nous quitter dans quelques minutes. Et Boris, comme je le disais à l'instant, est-ce que tu peux prolonger, préciser ? Vous partez tout de suite, Guillaume ? On a 10 minutes. Je me suis proposé de venir faire une rencontre. D'accord. Après, on peut faire ça de manière informelle, mais si on n'a pas le temps. On se parle quelques minutes, si vous voulez bien. Si vous voulez bien encore quelques minutes, il est 45. Ouais. Mais pour le coup, moi, à Eurodoc, j'avais un projet qui était très hybride.
assez peu formaté. Effectivement, à l'époque, moi c'était en 2019, les cases n'ont pas changé. Hein. Il y avait une case pour moi qui était la lucarne, qui prend 6 docs français par an, donc les portes m'étaient fermées. Mais Eurodoc a pris un projet que j'ai produit, qu'on produit depuis 5 ans, qui était un documentaire tourné dans un jeu vidéo en ligne, donc en Machinima, un long métrage documentaire d'1h30. Je ne sais pas, Karim, si on aura le temps de voir les images. Peut-être pas, non, du coup. Oh, on peut tout de suite, ouais. Mais j'ai rencontré 1 ou 2 personnes qui ont changé la trajectoire du film. Et parfois, c'est juste ça, une impulsion. Et là, c'était en l'occurrence un programmateur à la Berlinale, Monsieur Esposito. Et voilà, ça tient à une rencontre. En 2017, j'ai fait Eurodoc, d'ailleurs sur les conseils de Chantal et Alice, qui est partie. Et à Eurodoc 2017, groupe régional à Nîmes, j'ai rencontré une chargée de programme à Arte GIE, Anne-Laure Goujon, avec qui on a fait un unitaire et une série. Et voilà, ça tient parfois à une petite étincelle. Et dans mon cas, ça a fonctionné dans les deux, en 2019 et en 2017. Et la relation forte et durable dont parlait Nora à l'instant ? Je peux qu'abonder dans le sens de ce que disait Nora. C'est un réseau que vous constituez qui va durer toute une vie. Moi, j'ai pas coproduit ce projet-là Eurodoc, donc c'est un peu un contre-exemple. On a décidé de le faire, de le garder local, en tout cas français, franco-français. Mais je produis 2 films avec des productrices et producteurs que j'ai rencontrés sur place. Mais voilà, on nous apprend aussi à ne pas coproduire. Jacques Bidou disait toujours ça, si vous ne sentez pas le besoin de coproduire, ne le faites pas. Et c'était le cas pour ce film-là. Et pour celui-ci, est-ce que tu veux préciser les apports ? Il a été aidé tout récemment par le nom, c'est Montpellier Métropole Méditerranée, c'est ça le nom exact. Il y a moins d'une semaine, par Candice et la région, donc en développement et en production. Du coup, on a le droit de demander la distribution, c'est ça ? La diffusion. Ok. Le CNC, on a eu le DICREAM, qui est un fonds spécifique pour les nouvelles écritures, qui va disparaître, qui a disparu, c'était la dernière session il y a quelques semaines, par le développement renforcé qui aide les projets à l'écriture innovante, par le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, la SCAM, Brouillon d'un rêve, la région Sud, la Prociré Pangoa, et le MOCO à Montpellier, qui nous a donné une aide de 5 000 €. Voilà. Donc on n'avait quasiment pas de fonds privés, comme vous pouvez le voir, donc ce plan de financement est un miracle. Voilà, pour un long métrage. Mais on a retrouvé un distributeur international qui s'appelle Square Eyes. Et alors ce lien au MOCO vient, j'imagine, du fait que les 3 réalisateurs sont de jeunes diplômés de l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Moins jeunes maintenant, mais ils sont sortis en 2017. Au moment où je les ai rencontrés, ils étaient tous les 3 étudiants aux Beaux-Arts de Montpellier. Ils avaient réalisé un premier court-métrage, moyen-métrage, tourné dans un jeu vidéo. Et je les ai rencontrés à cette occasion. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot des films invisibles et juste rappeler, donc là c'est le moment toujours un petit peu risqué, ce que je vérifie qui est dans la salle pour être sûr qu'il y a bien donc parmi les sociétés de production ici en Occitanie, cette liste n'est pas du tout exhaustive, il en manque plein. Vous y êtes bien aussi, et Chuck aussi, et Andera aussi, et AUM et French Kiss. Vous êtes physiquement dans les Cévennes. Et donc là, ce sont quelques titres. Alors certains. Le site n'est pas à jour, je te disais ça. Mais c'est pas très grave. On existe depuis 2014. Ces films existent toujours. Les films existent toujours, ils n'ont pas disparu, oui, tout à fait. Pas encore. Alors sans les commenter les uns après les autres, mais est-ce que Non, mais on a démarré en 2014. On est parti de tout en bas. Moi, j'ai fait l'option cinéma au lycée d'Alès. Je suis parti me former à l'international pendant à peu près 10 ans, et au moment de revenir. En France, on a décidé, donc à 5 associés, de monter une structure à Alès, dans les Cévennes, qui était un territoire plutôt vierge, malgré le fait qu'il y a la présence d'Itinérance, qui est un festival qui nous accompagne depuis longtemps, qui a forgé notre regard aussi. Et ça a participé à la décision de s'installer là-bas. Et donc, on a mis à peu près 3-4 ans à structurer notre activité. Et tout a démarré en fait grâce à Eurodoc et cette chargée de production. Donc on est donc à 3 films avec Arte grâce à cette session d'Eurodoc. Et on fait principalement du documentaire de création qui s'amuse à jouer des formes et des médiums. Donc là on a un documentaire pour Arte en 3D qui s'appelle Rox. On a un faux documentaire qui s'appelle Tchernobyl Italy qui est donc une copro trouvée à Eurodoc 2019. Donc c'est vraiment pas à jour du tout. Et donc 2 projets en machinima, donc tournés dans des jeux vidéo en ligne, ce long métrage, donc on va voir quelques images. Et une série pour Arte France, 6 fois 20 minutes aussi. Vous en êtes où alors de ce film qu'on suit depuis quelques années ? Il est en fin de post-production. Je ne sais pas si on peut parler, c'est une exception parce qu'on a eu, l'aide de la métropole, mais ça n'arrivera peut-être plus, je crois.
Mais oui, je fais une petite précision. Merci, Boris. Oui, effectivement. Donc, le fonds, c'est un nouveau fonds. Il a été donc lancé en mai 2022. Et par contre, il était attendu parce que ça faisait plusieurs mois en fait qu'il était pensé, réfléchi. Il a pris un petit peu de retard. Et donc, il y avait quelques projets de cette session qui étaient donc à une phase plus avancée. Et on a pris la décision de les accepter pour cette année, première année. Donc, c'était une exception. C'est pourquoi, oui, pour l'année prochaine, en fait, c'est pas une aide à la post-production. Donc voilà, c'était juste pour préciser cette petite exception pour cette première année du Fonds métropolitain. Après, il restait une semaine de tournage, donc on a réussi à le faire rentrer dans les cases quand même si c'était... La post-production se fait où? On l'a fait entre Paris, Montpellier et Alès. Et à Montpellier, où? On l'a fait chez Saraband, Cairn Productions, pardon, et à Périphérie à Paris. Très bien. Alors, on peut voir un court extrait. Alors, si vous devez y aller à 16h, je vous en prie, allez-y, il est 53. On peut voir un court extrait. Est-ce que tu nous le contextualises un petit peu? On est à la 59e minute du film, oui. Sans nous résumer tout ce qu'il y a eu avant, mais juste... Donc, en gros, pour résumer, le film est tourné dans un jeu vidéo en ligne, qui est un jeu sans histoire, où donc on est libre d'inventer son parcours et de partir à la rencontre de joueuses et de joueurs. C'est un jeu tchèque. Et donc les 3 réalisateurs ont créé 3 avatars qu'ils font rentrer dans le jeu, et pendant 2 ans, ils vont s'approcher d'une communauté de joueurs et de joueuses qui se sont rencontrés dans le jeu. Et donc on est en cinéma direct, et là on rencontre un personnage avec qui on a échangé quelques fois sur Internet, et qu'on rencontre pour la première fois. Et le film est intégralement tourné dans le moteur du jeu. Et je suis désolé, c'est les sous-titres anglais. On avait les sous-titres français, mais on n'a pas réussi, Karim. Pour parfaire notre apprentissage, la version anglaise, sous-titrée anglais, c'est très bien. Hey. Hi there. How you doing? Fine, and you? Yeah, pretty good. Took us long enough to get together. Yeah, finally. Nothing we can do about the undersea cable breaking. Seems to be working pretty good now. And you weren't able to go to internet? My internet? No, it always worked. It just got really slow. I'm on a 20 meg line, 20 up, 20 down only. It's really expensive in Africa for fast internet. Ah, yeah. So that's all I can afford at the moment. Alright guys, what do you want to do? I think there's a place with a cave, the devil's asshole or whatever. Oh yeah. I think it's that way, okay? You know, I work in film and media as well, I work in advertising. Yeah, you were doing that today. Yeah, until like a half hour ago. I wish I still remembered the French I knew growing up. I was born in Canada. I could speak French when I was like 5 years old. We're on opposite sides of the earth. I'm at the southernmost point that you can get to on the African continent. And you're very far north in Europe actually. But yet here we are, talking like we are neighbors. Hello? Anyone down there? My name is Chill Pilgrim. We're coming in. Careful. It's pretty beautiful down there, actually. Boris, pardon, mais les réalisateurs n'ont jamais rencontré les personnes qui les interrogent. Non, jamais. Tu peux dire que c'est trop long, Karim, t'as le droit. Je suis juste stressé pour les étudiants qui vont nous quitter dans 2 minutes. There you are. Is it working? Tu m'autorises à passer à l'image suivante? Oui, si tu veux. It seems to be right. Ça vous va? C'est mieux qu'un teaser, hein? Le film, on le verra quand? Totalement terminé? On fera une avant-première au MoCo en janvier, je crois, à laquelle vous serez tous et toutes conviés. On doit une avant-première au MoCo qui a financé le film aussi. C'est un lieu naturel et on y sera avec
la métropole. Et après, l'idée, c'était aussi d'amener le jeu vidéo au cinéma et donc d'envisager une sortie salle en France. Et donc, ouais, il sera distribué à la télévision à l'international par Square Eyes et on a gardé le territoire français, suisse et belge pour une distribution salle. Récemment, il y a un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, il y a eu un joli entretien assez gratifiant sur le site du CNC, c'était en mars 2020. Et est-ce que tu veux bien peut-être commenter ces 2 courts extraits d'entretien avec les réalisateurs lorsqu'il nous dit « Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une matière documentaire dans un monde où certains font du jeu d'action, d'autres se promènent simplement dans le paysage ». Le fait de s'y promener. Oui, l'idée c'était d'arriver à considérer le jeu vidéo comme un espace dans lequel on peut interagir et surtout vivre des émotions qui sont initialement propres au réel, donc une émotion particulière, un sentiment amoureux, un sentiment d'amitié. Et il y a eu assez peu de projets, il y a eu très peu de projets long métrage tournés dans des jeux. Et pour nous, l'idée, c'était d'arriver à faire comprendre que dans ce monde virtuel, on peut éprouver des choses, et comprendre par quelle extension ils faisaient appel au réel aussi, et comment ces 2 mondes communiquaient. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qui s'y trame dans ces jeux. Peu de gens y ont été voir, en fait. Et pour nous, l'idée, c'était de produire un premier regard là-dessus, quoi. Et puis sur cette deuxième citation, sur la dimension un peu d'anticipation, sur ce futur possible, là aussi, on sent que c'est au cœur aussi du projet. Je vois pas bien la citation. La citation précisément, c'est « Ils permettent d'évoquer à la fois un futur possible, pas forcément bon, que l'on commence à présager, et en même temps un réel très prenant qui nous aliène un petit peu ». Oui, pas forcément bon, c'est la façon dont on est présent à la fois sur les réseaux sociaux, ces masques qu'on s'amuse à porter, parce que c'est vrai que les gens qui ont parlé faisaient beaucoup de roleplay, donc ils jouaient un personnage en rôle, mais je pense que là ils faisaient référence peut-être au multivers et à ce qui nous attend, la virtualisation des corps qui est programmée et prévue dans les 10 prochaines années peut-être. Et c'est aussi très présent dans le... Oui, tout à fait. Dans le film. Oui, c'est une dimension qu'on évoque, oui. Est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitez? Pardon, on a dû accélérer sur cette dernière partie de la rencontre. Et si vous le souhaitez, voilà, on peut encore 2-3 minutes, je vous en prie. Vous avez été financé par le CNAP, qui est un institut du coup par rapport à l'art plastique. Je peux demander comment vous l'aviez défendu auprès du CNAP, vu qu'on n'est pas sur de l'art qui est plastique. Non, mais le fonds s'appelle Image Mouvement et le fonds vise à aider une dizaine de projets par an en développement. Il y a une aide en production et en post-production. Voilà, on a eu le fonds d'aide à la production Image Mouvement et je crois qu'il suffisait à l'époque de travailler sur 2 médiums, en l'occurrence le jeu vidéo et le documentaire, et on l'a défendu comme ça. Merci beaucoup. Mais il semble malgré tout que le CNAP est aussi sensible aux formes un peu plus hybrides. Tout à l'heure, Luc parlait de films formatés. On a l'impression que les films qui portent ce logo à la fin CNAP sont relativement peu formatés, comme on l'entend. Oui, c'est le cas pour le DICREAM aussi. C'est les 3 premiers fonds qu'on a obtenus. C'est SCAM, Brouillon de rêve, écriture numérique, DICREAM et CNAP. On parle d'écriture hybride, mais là on est dans le champ, on reste dans du cinéma direct en documentaire. Donc on avait quand même une forme assez classique entre guillemets dans l'approche, dans le dispositif. Là, ce qui a joué, c'est vraiment les deux médiums mélangés. Une ultime question. Je voulais vous demander... On se connaît, hein. Je sais. Je voulais te demander, c'est quel jeu vidéo genre... C'est un jeu tchèque qui s'appelle DayZ. Je n'ai pas parlé de la question des droits, mais effectivement, on a dû demander à une société de nous léguer les droits du jeu, ce qui n'était pas facile à obtenir. Et il se trouve que c'est un jeu indépendant qui est joué par 12 millions de joueurs et de joueuses, mais un plus petit studio, donc c'était plus facile d'obtenir les droits. DayZ. D'accord, merci. Ils ne jouent pas tous en même temps? Non. Il nous reste à vous remercier. Merci de vos présences et de toutes les informations que vous avez pu partager avec les étudiants, avec les professionnels, avec les personnes présentes. Merci Candice, Coralie et Boris et Nora.